sais pas si votre opinion sur ce que vous avez dit sur ma voix, sur le principe même, parce que c'est un principe qui ça peut s'appliquer à tous les partis. Eh ben, en fait, nous, ce qu'on a fait, nos candidats, dans les assemblées de circonscription, eh bien, les candidats à la législative, ils ont été désignés par les insoumis dans les assemblées de circonscription. D'accord. Et c'est pour ça que c'est une démarche qui est assez proche. C'est-à-dire que c'est pas des partis qui ont décrété là ce sera un tel, là ce sera un tel. C'est des assemblées de circonscription qui ont choisi leurs candidats. Et ensuite, on avait une commission nationale électorale qui veillait à ce qu'il y ait bien la parité sur tout le territoire et qui parfois a pu proposer, écoutez, là on a une belle figure, un syndicaliste ou un lanceur d'alerte. Ce serait dommage qu'il se présente là où il habite parce que c'est une belle figure et là où il habite, par exemple, c'est totalement ingagnable. Qu'est-ce que vous en pensez dans votre circonscription? Mais le fait de coproduire, je pense que vous, le collectif Ma Voix, et notre démarche France Insoumise, on se retrouve sur la volonté que le pouvoir soit redonné aux citoyens, soit redonné au peuple, dans sa capacité à coélaborer les lois. Nous faisons par exemple des ateliers législatifs. Et moi, si je suis députée demain, j'estime que c'est pas moi toute seule dans mon coin avec 2-3 collabs qui vais pondre les lois pour le peuple. Donc on a déjà commencé en amont à faire des ateliers législatifs où on fait avec les citoyens et les citoyennes. Et ça, je pense que c'est des démarches sur lesquelles j'espère qu'on va se retrouver par la suite parce que je pense qu'on a des préoccupations similaires. Après, je ne vous connais pas plus. Nous, on pense par ailleurs que c'est pas que par le tirage au sort comme ça, c'est aussi par la confrontation d'idées, par le débat argumenté, qu'on peut se retrouver sur l'intérêt général. Le premier intérêt général humain, c'est la question écologique. On a un seul écosystème, on est tous interdépendants dans cet écosystème, et donc on sait que les citoyens sont bien plus en capacité de défendre cet écosystème, par les conditions de notre vie dans cet écosystème, que des multinationales qui ne cherchent que leur profit. Et je pense qu'on va se retrouver notamment dans la bataille contre le CETA. D'accord. Et alors justement, la plateforme nationale qui permettrait justement à tous les citoyens, quel que soit leur vote, de se prononcer sur un projet de loi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un projet de loi, vous avez votre opinion, et l'ensemble des citoyens vous dit non, on n'est pas d'accord, on voudrait que vous votiez le contraire. Qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'il y ait, comment dire, tout dépend aussi comment tu as organisé le débat argumenté en amont. Parce que je te prends un exemple. Imagine demain les fascistes sont au pouvoir et veulent défendre une loi totalement réactionnaire. Une mesure du Front National, par exemple, qui est qu'on supprime la gratuité de l'école pour les enfants des immigrés. C'est une mesure de Marine Le Pen. Tu peux très bien avoir un contexte où tu as zéro débat et où tu as tout le poids médiatique en faveur de cette loi, juste sur un vote sur une plateforme, parce que les conditions démocratiques du débat ne sont pas mises, tu pourrais très bien avoir un choix majoritaire réactionnaire. Moi, je ne le suivrai pas. En mon âme et conscience, je continuerai à devoir penser ce qui est bon pour l'intérêt général. C'est pour ça que la question démocratique, elle ne se limite pas simplement au vote. Elle doit aussi créer les conditions du débat démocratique dans la société. Absolument. Nous défendons, par exemple, sur les médias, nous défendons l'application de la mesure du Conseil national de la résistance. Le Conseil national de la résistance, donc en 1945, disait dans son manifeste qu'il fallait émanciper les médias des grosses multinationales, des intérêts privés. Ils n'appelaient pas ça multinationales, mais des grands groupes économiques. Or, aujourd'hui, on constate qu'il y a 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias. Donc, les conditions du débat démocratique dans ce pays ne sont pas préservées. On le voit bien dans cette élection législative. Il y a du Macron matin, midi et soir. Donc, on ne crée pas les conditions d'une liberté de conscience dans le peuple, d'un libre arbitre, puisque l'ensemble des débats, des offres politiques entre guillemets, n'est pas vraiment soumis à une confrontation démocratique. On prend 10 candidats de vous, d'un parti. Bon. Ces 10 candidats vont devoir voter en fonction de ce que la plateforme va voter. La plateforme, elle vote 60% pour, 10% je m'abstiens, 30% contre. Attendez, je termine. Et ça veut dire que 6 candidats vont voter pour, un candidat va voter je m'abstiens et 3 candidats vont voter contre sur les 10 qui ont été élus. Est-ce que ça vous convient? Mais en fait, j'en sais rien. Parce que là, ce que tu m'expliques pas, c'est qui c'est qui va sur la plateforme, comment est organisé le débat. Tu vois ce que je veux dire?
parce que j'ai donné un exemple. On ne peut pas savoir qui va sur la plateforme, on ne peut pas savoir. Justement, c'est un problème. Donc, tu vois, c'est les citoyens. Bah oui, mais en même temps, est-ce qu'on ne doit pas à un moment oui. laisser la parole, laisser s'exprimer des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, et débattre avec eux, et même quitte à leur laisser voter à l'encontre de ce que nous voterions, pour justement ne pas laisser à la fin ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui votent juste contre ce qui se passe, donc qui vont voter extrême droite, voilà, n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de débat, parce qu'on ne les prend pas en considération. Oui. Là où je vais vous retrouver, c'est que moi ce qui m'importe, c'est qu'on organise des lieux de confrontation, qu'on revienne à l'éducation populaire. À argumenter, exactement, qu'on revienne moi je vous donne un exemple, dans ma campagne, je ne fais pas de réunion dans les cafés. Ou dans les préaux d'école. Parce que généralement, je milite depuis suffisamment longtemps pour savoir que c'est les convaincus qui viennent. Et donc ça n'a pas d'intérêt. J'occupe des places, je prends le micro, j'expose un peu qui je suis, ce qu'on me propose dans la France Insoumise, et tout de suite après, je passe le micro aux gens. Et les gens, ils viennent. Ils peuvent m'interpeller et dire des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord avec moi. Ils peuvent donner leur coup de gueule ou ils peuvent poser leurs questions. Mais la parole, elle tourne. Ce qu'on m'a dit il y a 15 jours, il y en a une centaine de personnes qui ont pu s'exprimer. Mais oui, et c'est ça qui pour moi est important. Je vais y compris faire des criers dans le métro. Alors je suis raillée, moquée par les gens de En Marche. Mais peu m'importe, moi j'assume. Pour autant, je suis conseillère de Paris, je suis co-coordinatrice du parti de gauche, donc je devrais me la péter, entre guillemets, grande personnalité. Non, j'assume d'aller dans le métro, d'aller voir les gens, de faire des petites criers où on ne se prend pas au sérieux, mais pousser, susciter le débat partout où les gens vivent. Et ça me semble important. Moi, en 2005, contre le traité constitutionnel européen, plutôt que de faire des réunions publiques où on expliquait dans une pensée descendante ce qu'il y avait dans le traité, on avait pris des extraits du traité, on faisait une réunion dans le café sans tribune, et on disait aux gens, lisez cet article et dites ce que vous en pensez. Et vous alors monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec elle? Et finalement, c'est les gens qui ensemble co-élaboraient leur avis sur le texte. Donc demain, si je suis députée, soit je suis dans un groupe majoritaire, parce que la France Insoumise a gagné les législatives, et on coproduira les lois avec le peuple, soit je serai dans un groupe minoritaire, et on fera des ateliers de lecture sur les textes de loi pour permettre aux citoyens et aux citoyennes de se réapproprier la parole publique, de comprendre ce qu'il y a dans le texte de loi, de décortiquer les choses, non pas avec des experts qui vont leur dire quoi penser, mais entre eux, avec des experts qui peuvent venir par contre en ressources, et à la fin d'un échange. Parce que ce qui est intéressant quand même, au-delà des textes de loi, c'est les implications. Parce que souvent, on peut lire un texte, on peut être d'accord comme ça, mais on ne se rend pas compte de toutes les implications avec les autres textes. Et c'est ça où on a peut-être besoin que des gens nous expliquent. Et c'est là, moi, le problème que je vois justement sur la plateforme pour l'instant, c'est comment avoir aussi des ressources pour que des personnes puissent expliquer ces implications. Parce que je vais vous donner un exemple. Moi, je m'intéresse beaucoup sur l'ubérisation. Et j'ai mené la bataille sur l'ubérisation. Si tu demandes comme ça à tous les citoyens, est-ce que vous trouvez ça chouette de pouvoir avoir un VTC beaucoup moins cher qu'un taxi? Ouais, génial. Si on la pose comme ça, la question. Si par contre, tu leur fais prendre conscience que quand on dit une course à 1 euro, ça veut dire qu'un travailleur, il peut être payé 1 euro demain, et que tu leur expliques pourquoi c'est important qu'il y ait des réglementations des métiers, donc le métier de taxi, pourquoi c'est réglementé, pourquoi c'est important, pourquoi il vaudrait mieux que les chauffeurs VTC redeviennent à la grande remise et un vrai métier préservé des plateformes prédatrices. Si tu organises la confrontation et que tu donnes la parole aux différents acteurs, là les gens vont pouvoir voir l'autre face du cube. Et ce qui est important, c'est prendre en compte l'intérêt général, que tout le monde réalise les différentes faces d'un cube, c'est-à-dire que l'intérêt général, c'est pas que la face que je vois. Et je regarde les autres faces et j'essaie de me faire ensuite mon avis, mais après un débat. Je suis entièrement d'accord. Donc le vrai enjeu démocratique, c'est comment est-ce qu'on organise la confrontation d'idées, au sens positif. Là, je vous rejoins totalement. Oui, mais moi je suis complètement d'accord. J'ai été chauffeur de grande remise et je suis à la retraite et je vois la société dans laquelle je travaillais, qui était la 3e de Paris, ils sont en train de couler. C'est-à-dire que les chauffeurs n'ont plus de travail et voilà, c'est dramatique, quoi. C'est dramatique. Et donc tu vois, sur un sujet comme ça, c'est important quand même d'avoir une trame, une analyse. Pourquoi est-ce qu'il faut préserver les réglementations des métiers? Pourquoi le code du travail c'est important et que le statut d'entrepreneur c'est de l'arnaque? Pourquoi ce statut-là il peut aussi à un moment donné péter la sécurité sociale? Parce que s'il n'y a plus
Quand on est auto-entrepreneur, le patron ne paye pas. Le patron, c'est la plateforme. Elle ne paye pas de cotisation sociale, et le salarié non plus, mais du jour au lendemain, le salarié n'est pas protégé. La plateforme, elle ne paye pas ses impôts en France, elle fait de l'optimisation fiscale. Donc, décrypter tout ça, là, du coup, le citoyen redevient citoyen et pas uniquement consommateur d'un service low cost. Et on reprend en compte toutes les phases du cube, et donc de l'intérêt général. Et là, vous pourriez vous rendre compte que si on organise bien ce débat-là, les gens seraient contre l'ubérisation de l'ensemble des services. Alors que si à un moment donné, on leur jette un vote en pâture, entre guillemets, là, on peut d'un point de vue totalement méprisant, les réduire à consommateurs. Ouais, moi je le moins cher. Le problème, c'est que voilà. Pour l'instant, on a tous bien été éduqués à consommer et c'est ça qui est difficile. Exactement, donc il faut restaurer la citoyenneté. Ouais, ouais. Voilà. Ok, merci. Allez, bonne journée. Bonne journée.